Alors, il est 11h00. Donc on va, démarrer en espérant que ça fasse, venir les retardataires. D'abord, est-ce que vous m'entendez tous et est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vois Oui, des visages qui oui, acquiescent, oui, donc c'est merci. bon. OK, super. Alors quelques, éléments avant de commencer. Déjà, bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous connecter, merci de suivre ce webinaire. Je vais présenter dans quelques instants notre invité, Florent. Avant toute chose, je me permets de vous rappeler que l'objectif de ce webinaire est qu'il soit interactif. Donc n'hésitez vraiment pas soit à poser vos questions directement dans le chat, du webinaire. Moi, je les reprendrai au fur et à mesure, je les adresserai à Florent. Vous verrez, ce webinaire, il est structuré autour de 7 étapes, 7 moments. Donc, du coup, vous aurez vraiment l'occasion soit de les poser à l'écrit et on les adressera à Florent, ou alors vous pouvez aussi les adresser directement en réactivant votre micro. Donc, n'oubliez pas pour l'instant de désactiver votre micro, mais néanmoins, si vous souhaitez poser une question de vive voix à Florent ou à moi-même pendant le webinaire, vous en avez la possibilité en réactivant votre micro. Donc, je vous le disais, on va accueillir aujourd'hui Florent Youzan. Alors, peut-être quelques mots pour le présenter. Florent, il est expert en open innovation et en stratégie d'innovation corporate. Il a plus de 20 ans d'expérience. Jusqu'à peu, il était directeur innovation au groupe Action et c'est aussi l'ancien responsable du Lab Innovation Afrique de la Société Générale. Et par ailleurs, il est connu aussi pour son engagement autour des logiciels libres open source et il a cofondé au village à Abidjan, qui est un tiers-lieu d'innovation sociale. Voilà, donc on est vraiment très content de l'avoir à nos côtés aujourd'hui. Je vais dans quelques instants justement donner la main, ou plutôt la parole, à Florent pour le déroulé de ce webinaire. À la fin du webinaire, Ophélie, qui est là, vous mettra également dans le chat une petite surprise. Mais je n'en dis pas plus, elle vous le dira tout à la fin. Et puis, juste avant du coup de donner la parole, je vous le disais, à Florent, moi je vais rapidement vous présenter Bichek pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais donc, est-ce que vous voyez les slides qui avancent? Et Oui, c'est tout bon, super. Donc très rapidement, un petit topo sur Bichek. Donc Bichek, c'est une plateforme qui capte l'intelligence du terrain, qui les priorise par la valeur et qui industrialise ce qui marche. Donc l'idée, c'est vraiment moins de dispersion, plus d'impact mesurable. On fait plusieurs choses grâce à Bichek. On va pouvoir capter de manière structurée des idées et des irritants. Ça peut être autour de défis, ça peut être autour de campagnes, de la co-construction avec les métiers, avec l'IT. On va pouvoir également travailler sur de la priorisation objective avec des systèmes de scorecard, avec évidemment des matrices, et ça permet des arbitrages plus facilités. Et enfin, Bichek permet également, à travers sa plateforme, de passer de l'exécution au passage à l'échelle avec, vous le verrez, ou en tout cas on en parlera peut-être après, des workflows qui permettent vraiment de suivre la partie POC, expérimentation, pilote, déploiement, avec une logique aussi d'ownership, avec une logique de checklist et même de feedback de la communauté. Comment est-ce que concrètement Bichek outille un lab? Je vous le disais à l'instant, donc la possibilité d'organiser des défis, des espaces d'idéation, donc des campagnes qui peuvent être thématiques, une logique de soutien et de feedback. Cette logique de scorecard aussi de valeur avec des matrices ICE, des matrices WSJF, des critères business, RSE. On a aussi toute une logique de workflow, donc d'idea management workflow, avec là aussi des logiques d'étapes, des rôles, des checklists, une mise à disposition de modèles de business case. Évidemment, beaucoup de dashboards avec des KPI, avec du reporting pour vraiment mesurer justement l'impact du lab sur 3 éléments ou 3 métriques principales, revenus, économie et CO2. On a toute une logique d'intégration et de confiance, donc SSO, on a des webhooks avec Teams, on est RGPD compliance, donc on est hébergé en Europe et un vrai travail de Bichek depuis quelques années sur l'accessibilité. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment de dire qu'un lab n'a pas forcément besoin d'être une usine à gaz et justement, Bichek apporte des briques qui sont prêtes à l'emploi. Que ce soit, on l'a vu, des défis pour faire émerger, des scorecards pour décider
des workflows pour exécuter, et puis des KPI pour plus ou mieux piloter la valeur et rassurer typiquement votre COMEX. On travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'organisations publiques, privées, un peu de toute taille, en France, en Europe et à l'international. C'est une plateforme qui est intuitive et qui est personnalisable totalement à vos couleurs. On propose des accompagnements sur mesure, et c'est vraiment une démarche qui est réplicable et scalable. Voilà, j'en ai fini, rassurez-vous, ça a pris quelques minutes. Je vais désormais donner la parole à Florent. Je vais couper mon micro. J'aurai toutefois le rôle de timekeeper, donc je me permettrai peut-être, Florent, on en avait convenu, de rappeler un petit peu l'heure qui file pour permettre à ta présentation de se dérouler le mieux possible. Merci à tous. Florent, c'est à toi. Merci beaucoup, Céline. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre temps. Donc, très rapidement, je pense qu'on aura cette opportunité d'échanger sur les différentes étapes pour lancer un lab innovation performant. Nous avons décliné notre intervention en 5 étapes. Comprenez que ce ne sont pas des étapes figées. Vous aurez aussi la possibilité, dans le déroulé, de remarquer qu'à n'importe quel moment, vous pouvez réajuster ces étapes. Vous pouvez scinder certaines étapes en 2 ou en 3, vraiment pour pouvoir avoir cette attitude de décliner votre approche de manière parfaite. Donc, la première étape sera de définir le cap du lab. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que définir le cap du lab, c'est en réalité définir toute la vision stratégique et inspirante du lab. Et le rôle que le lab doit jouer dans l'écosystème à la fois interne de l'entreprise ou de votre organisation, le cap se définit aussi comme étant la vision ultime. Cette vision-là même qui décrit la destination à atteindre. Et bientôt, dans toute la démarche du lab, ce sera ce qui guide et inspire l'ensemble du dispositif. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi le rôle de cette étape? C'est quoi aussi les forces de cette étape ou les limites? Donc, tout de suite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première étape, c'est notre boussole dans la création du lab. C'est, comme je le disais tout à l'heure, la vision ultime, l'orientation qui va inspirer tout ce que nous allons mettre en place comme activité, tout ce que nous allons élaborer comme gouvernance et tout ce que nous allons aussi élaborer comme fonctionnement du lab. Après, nous avons les forces. Les forces de cette étape, de manière très précise, c'est de donner du sens et aussi de permettre un alignement stratégique et de mobiliser des parties prenantes. Après, il faut aussi faire très attention. Lorsqu'on décide de définir le cap, il faut éviter justement que ce cap soit trop vague ou trop ambitieux pour ne pas perdre le pouvoir fédérateur de cette toute première étape. Alors, la petite question qu'on pourrait se poser, c'est ça pourrait être quoi un exemple de cap? On pourrait par exemple dire, le cap de notre lab, ce serait tout simplement d'accélérer l'innovation ouverte et de systématiser l'expérimentation pour créer de nouveaux modèles économiques ou de nouveaux modèles de croissance. Ça, c'est un exemple. Nous avons les bonnes pratiques. Alors, en 4 points, il faut savoir que la vision doit être co-créée par tous les collaborateurs. Donc, il faut intégrer tous les collaborateurs à partir de sondages, de focus group, à partir d'ateliers. Il faut éventuellement organiser des sessions d'idéation pour identifier des défis prioritaires pour notre organisation. Il faut aussi associer des sponsors exécutifs. Très important, je reviendrai dessus. Ces sponsors exécutifs doivent être intégrés dès le départ pour légitimer toute la démarche de création du lab. Et un point d'attention, ces sponsors exécutifs ne doivent pas être des sponsors qui se retrouvent dans les mails. Ce sont des sponsors exécutifs visibles. Ça, c'est très important pour nous. Le deuxième point, c'est construire en fait un cap clair, inspirant et fédérateur. Le premier point important, c'est de lier la vision du lab aux grands enjeux de l'entreprise. Donc, il faut, dans ce cas, formuler un manifeste ou bien une note
on lui dira une note conceptuelle et d'intention qui puisse en fait être partagée auprès de tous les collaborateurs. Deuxième point, troisième point, c'est la création d'une dynamique collective. Donc, la création d'une dynamique collective passe par exemple, l'identification d'ambassadeurs du lab. Donc, il faut toujours identifier des ambassadeurs du lab. Il faut faire une communication interne très forte autour du lab. Donc, vous avez plusieurs supports de communication que vous pourrez utiliser. Vous devez aussi identifier des moments de témoignage pour les différents collaborateurs et enfin s'assurer que le cap que nous sommes en train de définir influence les décisions futures du lab. C'est-à-dire tous les projets que vous allez développer autour du lab doivent être focus sur le cap. Si vous avez des initiatives internes que vous développez, il faut faire en sorte que ces initiatives internes se réclament du lab et en fait aussi du cap. Et il y a aussi des éléments très importants sur lesquels je pourrais revenir au fur et à mesure dans les différentes parties. C'est par exemple des actions. Pour faire très simple, demandez-vous le pourquoi du lab. Pourquoi est-ce que je crée ce lab? C'est quoi la raison d'être du lab? Comment est-ce que je détermine les bénéfices attendus du lab? Est-ce que j'ai des sponsors exécutifs qui peuvent nous accompagner dans l'élaboration de ce lab? Est-ce qu'on a cette facilité et cette possibilité de rédiger une vision courte et mémorable du lab? Alors, chaque étape, comme vous allez constater au fur et à mesure de la présentation, chaque étape sera rattachée à des KPIs. Les KPIs nous permettront éventuellement de réajuster notre approche, de voir est-ce que nous avançons dans la bonne direction. Un élément très important, c'est l'alignement et l'engagement des parties prenantes. Il faut réussir à mobiliser 80% des collaborateurs dans cette démarche. Il y a un élément très important qui touche aussi à la clarté de la vision. Il faut faire en sorte que la clarté perçue par les collaborateurs de la vision puisse atteindre au moins une évaluation de 4 sur 5. Un autre point important, c'est la dynamique collective et surtout la mobilisation. Combien de collaborateurs nous mobilisons autour, combien de contributions nous mobilisons autour de la définition du cap. Et après, vous avez aussi ce qu'on appelle l'indice de diversité des participants. Est-ce que nous avons réussi à mobiliser tous les collaborateurs du groupe ou de l'entreprise? Est-ce que nous avons des représentations des différentes équipes, des métiers, des régions, si par exemple vous êtes déployé sur plusieurs régions ou des pays, si vous êtes un groupe international? Et l'exemple que nous avons fait avec Société Générale, d'abord dans la définition du cap, c'est de définir un groupe de collaborateurs appelés à interagir sur une plateforme interne de co-création et de co-définition. Donc, nous avons mobilisé tous les collaborateurs pour qu'ils nous expliquent c'est quoi aujourd'hui les résultats attendus si on crée un lab sur un marché africain. Un marché africain où on a en moyenne 15% de personnes qui ont accès au système bancaire traditionnel. Alors, il faut réfléchir aujourd'hui pour un positionnement de ce lab. Comment on fait pour les 85% d'Africains qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel? Après avoir mobilisé tous ces collaborateurs, après, il faut aussi étudier le terrain. Donc, il faut les envoyer sur le terrain, il faut qu'ils viennent tutoyer le terrain, il faut qu'ils comprennent, parce qu'un lab, il a un ancrage sur un territoire. Donc, il doit être d'abord ancré sur un territoire pour ne pas qu'il soit hors sol et déconnecté des réalités. Je reviendrai sur ces aspects dans les différentes parties. Et donc là, on va passer à la deuxième étape. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure avec Céline, vous pouvez à n'importe quel moment interagir sur les différentes étapes. Je vais très vite pour qu'on puisse garder le timing et pour qu'on puisse vraiment échanger. Mais n'hésitez pas éventuellement si vous avez des questions. La deuxième étape, c'est la définition de la stratégie. Alors, nous avons défini un cap. Il faut choisir les chemins pour atteindre ce cap. L'idée, c'est de permettre
à la vision de s'adapter aux réalités du marché. Donc, quelles sont nos capacités internes? Dans quel contexte sommes-nous éventuellement? Et comment nous mettons en place les grandes approches pour atteindre le cap? Est-ce que nous allons faire une stratégie d'open innovation? Juste pour vous donner des exemples. Est-ce que nous allons marcher vers de l'innovation frugale, donc faire mieux avec moins? Est-ce que nous allons plutôt opter pour une stratégie de partenariat avec un écosystème qui existe? Donc, la stratégie, c'est un élément très pertinent car c'est la traduction pragmatique du cap, de la vision ultime que nous avions tout à l'heure. Alors, des exemples de stratégie, comme nous avons eu à le faire, l'open innovation peut être une stratégie dans l'élaboration de votre lab. Donc, des partenariats avec des startups, puiser de la valeur de l'écosystème externe, tout en capitalisant sur les acquis internes de l'entreprise. Après, il y a aussi le learning by doing. Donc, comment faire de l'innovation à travers des ateliers immersifs, à travers des bootcamps. Et pour des bonnes pratiques, en 5 points, vous avez comme premier point, faire en sorte que nous ayons un alignement avec le cap et les parties prenantes. Donc, est-ce que la direction de l'entreprise, est-ce que le top management, est-ce que les métiers, est-ce que les départements, est-ce que les collaborateurs, les utilisateurs finaux sont associés à la réflexion stratégique? Est-ce que nous avons des réflexions qui portent sur les objectifs initiaux du lab, rattachés à la culture de l'organisation? Donc, ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Le deuxième élément, c'est la sélection d'un modèle. Quel modèle voulons-nous donner à notre lab? Le modèle définit les usages, c'est-à-dire quels sont les usages que nous voulons élaborer dans notre lab. Est-ce que nous voulons essentiellement faire du prototypage de solutions? Est-ce que nous voulons interroger des clients, par exemple? Est-ce que nous voulons faire en sorte que ce lab soit piloté par une communauté de feedback client? Ce sont des positionnements et des choix stratégiques, mais des choix qui sont rattachés à la vision initiale que nous avions du laboratoire. Petit point d'attention, il faut limiter les stratégies tout au plus en 2 points pour ne pas se diversifier ou se disperser dans le choix de la vision stratégique. Le troisième point, c'est de s'installer dans une logique d'apprentissage. Donc, il faut être dans un modèle du test and learn. On commence tout petit, on ajuste, on peut se permettre des itérations parce que mettre en place un lab, il faut aussi se dire qu'on aura la possibilité d'échouer. Mais si on doit échouer, il faut qu'on échoue très vite et à moindre coût. Un autre point, c'est la documentation de la stratégie. Donc, il faut formaliser en fait avec un petit document qui pourrait évoluer au fur et à mesure. Il faut mettre la vision, il faut mettre les axes, il faut mettre quelques indicateurs, il faut drafter une gouvernance. Mais ce document, en fait, nous permet de structurer la vision, de structurer la stratégie. Et c'est un document qui évolue avec le temps. Après, il faut définir aussi des indicateurs qui vont avec dans la mesure de notre stratégie. Est-ce que la stratégie fonctionne bien? Est-ce qu'on a, par exemple, un taux de concrétisation des objectifs? Est-ce qu'on a lancé des projets? Est-ce qu'on a lancé, par exemple, des initiatives? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élément très important, c'est l'alignement stratégique et l'engagement des parties prenantes. Là, je commence à toucher maintenant aux indicateurs. Les KPIs de cette deuxième partie sont très spécifiques. Est-ce que je perçois un alignement stratégique et un engagement des parties prenantes? L'idée ici, c'est de s'assurer que la stratégie
est comprise et acceptée par tous les collaborateurs. C'est très important. Donc, le taux d'adhésion, idéalement, serait de 100%. Mais si vous n'arrivez pas à atteindre un taux d'adhésion de 100% parce que vous avez, par exemple, des équipes dispersées sur plusieurs géographies, vous avez des équipes sur le terrain, vous avez des équipes en agence qui sont en frontline avec les clients, qui n'ont vraiment pas le temps de s'engager dans cette consultation collective et massive, vous pouvez tourner autour de 80%. Mais si vous avez la possibilité de pousser jusqu'à 100% pour intégrer les directeurs, les directions, les départements, les sponsors exécutifs, les collaborateurs clés, c'est juste génial. Et derrière cette consultation, il faut aussi rechercher ce qu'on appelle l'indice de satisfaction. C'est un score très simple qui nous permet en fait d'évaluer la satisfaction des parties prenantes sur toute la démarche. On va regarder la clarté de la stratégie. On va aussi regarder la pertinence de cette stratégie vis-à-vis des objectifs de l'entreprise et du groupe. Donc, éventuellement, vous avez une évaluation à faire sur une échelle de 5, poussez jusqu'à 4 sur 5 pour être sûr que nous avons un alignement parfait et un alignement stratégique. Deuxième point, c'est la clarté et la cohérence du modèle du lab. Est-ce que nous avons un modèle qui est clair? Est-ce que nous avons un modèle qui est testé, qui est évalué? C'est en ce moment que vous devez faire des learning expeditions pour aller découvrir des modèles qui existent. Et vous devez vous interroger sur ces modèles et essayer de voir si ces modèles collent à l'organisation ou collent aux défis de votre entreprise. Idéalement, revisitez 3 modèles et regardez si ces 3 modèles vous permettent, après une analyse très simple, de rester sur les objectifs de l'entreprise et sur le cap du lab. Après, cela va vous emmener, par exemple, à choisir des axes stratégiques sur lesquels vous allez développer la stratégie. Pensez à garder un objectif. Ne dépassez pas 5 axes stratégiques pour un début. Parce que le lab évolue au fur et à mesure et vous aurez cette chance-là d'adapter le lab. Après, il y a un élément très important, c'est le taux de couverture des besoins. C'est-à-dire tous les besoins que vous aviez identifiés, les défis que vous avez identifiés. Est-ce que vous avez aujourd'hui cette possibilité d'assurer un adressage de ces besoins? C'est un élément très important, on reviendra dessus par la suite. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. On va maintenant passer à la 3e étape, l'identification des axes stratégiques. Alors, en général, cette partie est aussi axée sur une consultation publique, une consultation interne des collaborateurs, une forte implication de toutes les parties prenantes. Donc, si vous remarquez bien, la première étape, nous sommes toujours dans de la consultation. La 2e étape, nous sommes toujours dans de la consultation. La 3e étape, c'est pareil, les axes stratégiques. Donc, l'idée, ce sera de présenter plusieurs axes stratégiques aux collaborateurs, demander aussi que certains collaborateurs fassent émerger des axes stratégiques comme étant les grands piliers pour structurer notre action au sein du lab. Par exemple, est-ce qu'on est sur de la digitalisation? Est-ce qu'on est sur du capital humain? Est-ce qu'on est sur des partenariats externes? Est-ce qu'on est sur du financement, du cofinancement, des nouveaux modèles économiques alternatifs? Est-ce qu'on est par exemple sur de l'expérimentation? Donc c'est très intéressant. Et si vous vous posez des questions d'axes stratégiques pour un lab, je vais rapidement vous donner des exemples. Vous avez l'acculturation. Donc, comment amener les collaborateurs à comprendre que l'innovation par le doing, c'est une approche très, très intéressante pour l'entreprise. Le 2e point, par exemple, le prototypage. Est-ce qu'on se dit qu'il faut systématiser le prototypage? Est-ce qu'on se met dans de l'expérimentation? Est-ce qu'on s'ouvre à des partenariats avec de l'écosystème externe, avec des universités ou des collaborateurs internes? Est-ce qu'on
on crée un maillage entre les différents projets en interne? Est-ce qu'on fait de la veille ou de la prospective? Est-ce qu'on met en avant des communautés externes, par exemple les communautés des clients, pour faire du co-design ou de la co-création de nouveaux produits? Est-ce qu'on se dit, par exemple, que nous avons de belles infrastructures technologiques et pour améliorer notre modèle de collaboration avec nos partenaires, nos clients et les startups, les universités, est-ce qu'on met en place une plateforme d'API pour permettre aux clients, aux collaborateurs de se connecter sur nos infrastructures et de développer du business additionnel? Est-ce qu'on systématise l'industrialisation des innovations? Est-ce qu'on fait de la cartographie d'innovation interne? Est-ce qu'on fait du corporate venturing? Donc, est-ce qu'on investit dans des startups? Est-ce qu'on systématise, en fait, une plateforme open innovation au sein du groupe comme étant une plateforme qui mobilise l'intelligence collective? Est-ce qu'on s'inscrit dans ce cas, dans le cadre de cette plateforme, est-ce qu'on s'inscrit en tout et pour tout dans une démarche d'intelligence collective? Est-ce qu'on va, par exemple, pousser les collaborateurs vers la création de startups internes ou de l'intrapreneuriat? Je vous donne là juste des exemples d'axes stratégiques. Choisissez 3, 4, tout au plus 5 et restez focus. Alors, en termes de bonnes pratiques, il faut limiter et hiérarchiser les axes. Vous pouvez le faire via une plateforme d'intelligence collective et il y a aussi plusieurs méthodologies. Vous pouvez évaluer, par exemple, les axes stratégiques en termes d'importance, de performance et d'état historique. L'état historique, c'est de savoir est-ce que cette stratégie a déjà été déroulée dans votre groupe ou dans votre entreprise. Si oui, qu'est-ce que ça a donné? Sinon, comment est-ce qu'on réagit un peu tout ça? Un autre point important, c'est l'alignement de chaque axe sur le cap et sur la stratégie. Il ne faut pas perdre de vue parce qu'il est important de formuler pour chaque axe un objectif clair. Donc, ce que l'on veut accomplir, on peut aussi mettre en place l'impact attendu. Donc, quel est le bénéfice de cet axe stratégique pour l'entreprise? On peut aussi, pour toujours améliorer le suivi, faire ce qu'on appelle la mise en place d'indicateurs par axe. Ça, c'est possible. Troisième point, il faut assurer un équilibre global dans ce que nous élaborons. Donc, il faut aussi associer un élément très important qu'on ne découvre malheureusement pas dans les labs et pour lequel je recommande fortement que vous ayez une attention particulière, c'est l'identification des sponsors exécutifs par axe. C'est-à-dire pour chaque axe stratégique, identifier quelqu'un dans l'entreprise qui va porter le sponsoring à la fois technique et business de l'axe. C'est très important parce que avec tout ce que nous avons eu à réaliser, vous pouvez avoir des axes stratégiques, mais si vous n'avez pas de sponsor de chaque axe stratégique, vous aurez du mal à élaborer votre feuille de route. Il faut aussi associer toutes les parties prenantes dans le processus de validation des axes. Donc, vous pouvez faire ça via une plateforme, via une consultation collective. Vous pouvez aussi éventuellement faire des ateliers. Vous pouvez lancer des concours. Vous pouvez aussi demander à chaque collaborateur de faire une réécriture de chaque axe pour être sûr qu'ils ont tous compris les axes élaborés et pour lesquels, en fait, ils militent ou ils votent. Un autre point très important, c'est de pouvoir, au fur et à mesure, communiquer et rendre visibles les axes. En général, l'innovation et le lab en interne pêchent par manque de communication. Ils se disent, tous les collaborateurs sont informés de comment fonctionne le lab, comment fonctionnent les différents axes, mais en réalité, tant que vous ne communiquez pas sur les différents axes, vous aurez beaucoup de difficultés à faire passer les activités que vous allez créer autour des axes.
Parce que vous allez voir en dernière étape, il y a les activités du lab et les activités se créent autour des axes. Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est la dilution de l'effort. Pour éviter de perdre en fait le focus, pour éviter l'épuisement des ressources, un élément très important, c'est de limiter les axes. Dans un lab, en général, on n'a pas 10 000 personnes au sein d'un lab. On n'a pas 10 000 profils. Vous avez en général une toute petite équipe qui est renforcée par des intervenants internes qui allouent 20% de leur temps sur les activités du lab. Donc, il faut rester très réaliste et garder tout au plus ces 5 axes. Très important. Il faut éviter aussi de formuler des axes trop vagues parce que si les axes sont vagues et que même les collaborateurs n'arrivent pas à reformuler les axes, vous aurez une grosse difficulté de suivi et de mesure d'impact. Un autre point à éviter, c'est de négliger, par exemple, un axe critique. Deux exemples, deux axes critiques qu'il ne faut jamais perdre de vue, l'acculturation et le financement. Donc, si vous n'avez pas du financement pour votre lab, vous ne pourrez pas faire de l'expérimentation, ni du prototypage, ni lancer des pilotes. Et si vous n'arrivez pas à acculturer tous les collaborateurs, vous n'allez pas créer ce qu'on appelle l'engagement autour de ce que vous faites. Et ce sont des éléments très importants. Tout à l'heure, je vous disais aussi qu'il faut attribuer un sponsor à chaque axe stratégique. Cela permet de garder la redevabilité et d'assurer un avancement concret de l'axe sur l'ensemble des activités. Et enfin, une chose que je vais aussi mentionner, c'est d'éviter de déployer tous les axes de manière simultanée. Vous n'arriverez jamais parce que vous allez surcharger les équipes et cela entraîne en général l'échec de mise en œuvre. Alors, comme KPIs rapidement sur cette partie, il faut comprendre qu'il y a un taux de validation par les sponsors et par le comité de pilotage. Le comité de pilotage qu'on verra dans la gouvernance du lab, parce qu'il intervient fortement dans la gouvernance du lab. Il faut arriver à atteindre 90% idéalement d'axes approuvés. Il faut que les axes que l'ensemble des collaborateurs élaborent via une évaluation stratégique et collective soient approuvés. Il y a aussi ce qu'on appelle le taux d'alignement stratégique. Donc, est-ce que, par exemple, les axes sont reliés au cap et à la stratégie que nous avons définie tout à l'heure dans l'étape précédente? Donc, il y a aussi un taux d'alignement de 90% qu'il faut considérer. Il y a aussi le nombre de sponsors et d'ambassadeurs nommés par axe. Bon, vous pouvez nommer des sponsors, donc identifier des sponsors exécutifs, et au sein de l'équipe du lab, vous pouvez aussi identifier un responsable d'un axe. Et faites attention parce que si vous n'identifiez pas des responsables des axes ou des personnes au sein de l'équipe qui ont en charge de piloter de manière opérationnelle chaque axe, vous allez vous retrouver avec des activités mal reformulées autour des axes et des actions opérationnelles mal élaborées. Donc, veillez à ce que 95% des axes que vous définissez aient à la fois un sponsor exécutif et un honneur au sein de l'équipe ou au sein, en général, de l'entreprise. On se demande très souvent, lorsqu'on souhaite lancer des initiatives par axe sur toute une année ou sur les 6 premiers mois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, allons sur 2 axes de manière très basique, mais si vous avez la force et l'opportunité opérationnelle de mettre en place 4 initiatives sur chaque axe, cela va tout de suite étoffer votre portefeuille
votre portfolio d'activités au sein du lab. C'est très important et vous le verrez peut-être après. Les activités se construisent autour des axes. Dans ce qu'on appelle activités, ce sont des initiatives. Par exemple, si je choisis d'élaborer de l'open innovation, ou bien si je choisis de nouer des partenariats avec des startups, je vais créer par exemple des démodés comme activité. Je reviendrai dessus tout à l'heure dans les activités. Je peux créer par exemple des hackathons comme activité et il faut s'arranger pour que chaque axe soit nourri par quelques activités sur les 6 premiers mois. Et enfin, on se dit, OK, je lance des activités. La seule chose qui pourra visiblement mesurer l'impact du lab, c'est les projets que vous allez élaborer. Arrangez-vous pour que déjà, au sein du lab, vous ayez des projets que vous lancez, des projets qui sont générés à partir de certains axes spécifiques et comment est-ce que vous rendez ça opérationnel. Alors, au niveau de la 4e étape, nous allons toucher à la structuration de la gouvernance du lab. Donc, structurer la gouvernance du lab, c'est faire en sorte que ce dispositif que nous créons se transforme en un dispositif opérationnel pérenne, mais surtout piloté à la fois par des activités, piloté à la fois par des équipes, piloté aussi par des indicateurs. Donc, l'idée, par exemple, c'est de définir un modèle de décision. C'est, par exemple, d'élaborer un système de reporting. C'est de mettre en place une charte de gouvernance. Est-ce que j'ai au sein de mon équipe un comité de pilotage? Est-ce que j'ai l'équipe cœur du lab? Est-ce que j'ai un comité opérationnel au sein du lab? Je vous donne juste des exemples de ce que nous avons élaboré. Donc, nous avions par exemple un comité de pilotage. Nous avions une équipe cœur qui n'était composée que de 5 personnes. Et là encore, 5 personnes, je vous le dis, 5 personnes, c'est une grosse équipe. Donc, vous pouvez monter un lab avec 3 personnes. Et toute la stratégie d'implication des collaborateurs avec 10% ou 20% de leur temps qu'ils dédient au lab, par exemple. Nous avions, par exemple, créé un label, le label 45 jours. C'est le temps que consacraient certaines équipes ou certains collaborateurs aux activités du lab et leur implication dans le lab. Ils avaient ce label qu'ils portaient fièrement et c'est une manière de renforcer l'équipe lorsque vous avez une équipe très réduite. Après, il y a la rédaction de la charte de gouvernance. Il faut y penser. Rédiger, c'est quoi? C'est juste, ne vous emmerdez pas à aller rédiger une charte de 20 pages. Il faut juste définir les rôles et les responsabilités pour chaque acteur. Si vous voulez, vous pouvez juste définir à quoi servira le comité de pilotage, à quoi servira l'équipe cœur du lab, à quoi servira le comité opérationnel. Donc, dans le comité opérationnel, il faut penser aux experts métiers, il faut penser aux techniciens, il faut penser aux équipes RH pour faire du suivi de projet, pour vous accompagner dans l'élaboration de la feuille de route. Il faut définir juste les fréquences des réunions, des critères de priorisation, par exemple, des projets. Donc, l'impact business, la faisabilité, l'alignement stratégique. Est-ce qu'on a du budget pour ça? Est-ce qu'on peut intégrer, par exemple, des principes de transparence, la communication des résultats? Le reporting doit-il être partagé à tous les collaborateurs, à toutes les équipes? Donc, ça, ce sont des informations très importantes qu'il faut avoir. Après, il faut aussi mettre en place un système de workflow et de décisions, j'en parlais tout à l'heure. Il faut aussi favoriser la participation et la diversité en termes de bonnes pratiques. Favoriser la participation, c'est très simple. Comment est-ce que j'implique toutes les directions de l'entreprise? Les équipes IT, les équipes RH, le marketing, le juridique, pour éviter d'être isolés. Je me rappelle, nous avions un modèle de contrat, de collaboration avec les startups qui développaient des applications innovantes pour nous. Le contrat faisait
plus de 100 pages, je ne sais plus si c'était 200 pages, et nous avons bataillé au sein du groupe avec l'appui des équipes IT, avec l'appui des équipes juridiques, pour réduire ce contrat en un contrat de 30 pages. C'est une grande victoire, mais si vous n'impliquez pas les directions, vous serez isolé et votre lab va souffrir peut-être de la lourdeur administrative de votre entreprise ou de votre groupe. Il est important aussi d'associer des ambassadeurs terrain. Donc, les ambassadeurs terrain, ce sont pour la plupart des collaborateurs, des intrapreneurs et aussi des consultants. Vous pouvez aussi solliciter des consultants pour apporter un regard extérieur sur ce que vous faites. Et enfin, il faut communiquer sur la gouvernance. Très, très important. Il faut rendre cette gouvernance à la fois lisible et transparente. Cela permet d'encourager au sein du groupe l'adhésion et aussi l'implication. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Comme vous pouvez l'imaginer, il faut éviter en fait une gouvernance trop lourde parce qu'elle ralentit l'innovation et elle décourage au maximum les équipes. Il faut éviter aussi l'absence de sponsoring exécutif actif. J'insiste sur le fait actif et aussi faire en sorte que, par exemple, les rôles soient très bien définis. Donc, lorsque les rôles sont très mal définis, on perd en légitimité et aussi on duplique les efforts, il y a des conflits internes, on ne sait plus qui fait quoi. Il faut éviter que les décisions soient trop centralisées parce que cela crée la démotivation des équipes du lab et désormais, vous allez constater que vous aurez une faible réactivité, même au niveau des équipes internes. Et à la fin aussi, il faut toujours élaborer le reporting. Je vais finir rapidement par quelques KPIs. Oui. Laurent, je me permets juste avant, même si le timing est serré, mais on a une question de Nicolas Benoît qui souhaite savoir comment gérer les situations où justement les directions indiquent qu'elles n'ont pas de bande passante pour travailler sur les sujets inno. OK, ça c'est un problème qu'on rencontre tous les jours. D'abord, il faut procéder de deux manières. Il faut avoir une approche en one-to-one. Moi, je vous donne mon exemple. Je demandais à la sécurité du groupe de m'aider à sécuriser les applications développées par les startups. Mais la sécurité du groupe, c'est plusieurs filiales dans le monde. Ils ne vont jamais vous dire qu'on a le temps pour vos applications que vous développez. Donc, j'ai dû me déplacer pour rencontrer le directeur de la sécurité du groupe, pour faire du lobbying, discuter de one-to-one avec lui. Je lui ai offert des livres sur l'agilité, sur l'innovation, sur comment propulser. J'ai déjeuné avec lui. Donc ça, c'est de la politique interne. Il faut vraiment avoir cette approche. Il faut impliquer le directeur qui vous dit qu'il n'a pas le temps. Il faut le mettre dans le jury. Il faut, par exemple, l'utiliser pour qu'il vienne animer des conférences au sein de votre lab. Moi, j'ai eu à le faire, en fait. Et du coup, il commence à s'impliquer petit à petit. Il voit un peu ce que vous faites. Et il commence à dire, OK, c'est vrai, je n'ai pas le temps, mais il faut que je puisse aider cette équipe. Deuxième chose, c'est que si vous avez besoin des collaborateurs d'une direction et que le directeur vous dit, moi, je n'ai pas le temps, là, une autre approche, c'est de passer par le top management et de faire valider, par exemple, ça c'est très compliqué, mais vous pouvez voir avec les RH, de faire valider le temps d'implication de chaque collaborateur sur des sujets d'innovation. Vous pouvez juste demander 30 minutes par semaine, 1 heure par semaine, et vous commencez à valoriser cette approche au sein de l'entreprise. Vous pouvez même lutter, comme nous on l'a fait, pour que cela apparaisse dans les objectifs des équipes RH, de l'évaluation, par exemple, des collaborateurs. Et si cela nécessite une rencontre du top management avec toutes les directions, il faut le faire. C'est en cela que les sponsors exécutifs actifs sont très importants.
En général, c'est des gens du commerce. Vous prenez 2 ou 3 personnes du commerce. Pour vous donner un exemple, lorsque nous, on avait notre laboratoire en Afrique, le groupe Société Générale, on avait des sponsors exécutifs très actifs. Il y avait le directeur innovation du groupe. Il y avait le directeur Afrique du groupe Société Générale et il y avait le directeur de l'inspection, je ne sais plus, non, le directeur de la supervision d'une région. Donc, on avait 3 niveaux d'implication. Et lorsque on a des difficultés, on sait à quel niveau il faut taper. Voilà, donc c'est juste des exemples que je vous donne, mais je sais que vous saurez trouver le meilleur modèle avec un mélange de tout ce que j'ai dit. Mais je ne sais pas si, Benoît, j'ai répondu à la question. Oui, merci Florent. C'est super. Florent, il est 46, il nous reste moins d'un quart d'heure et encore 3 étapes, donc je te propose qu'on avance. D'accord, donc on va passer directement à la 5e étape. C'est l'élaboration de la feuille de route du lab. Donc, la feuille de route, c'est de définir clairement ce que nous voulons effectuer. Je vais vous donner un exemple pour mieux présenter cette approche. Lorsque vous lancez un lab, vous vous dites, OK, qu'est-ce que je fais en 1 an, qu'est-ce que je fais en 2 ans, qu'est-ce que je fais en 3 ans? Ne vous emmerdez pas à inventer le futur dans votre planning. Dites-vous, OK, la première année, qu'est-ce que je fais? La première année, nous avons décidé, par exemple, de lancer 6 projets avec 2 types de hackathons. Un premier hackathon qui est purement un hackathon externe pour identifier 3 projets que nous allions incuber et un autre hackathon interne dédié aux collaborateurs pour identifier 3 projets que nous allons lancer. Donc, on se dit les 3 premiers projets, on fait sur les 6 premiers mois et les 3 projets internes, on les fait sur le 2e semestre. Donc, vous commencez par exemple à faire à la grosse maille votre planning et vous vous dites, OK, au bout de 12 mois, qu'est-ce que je fais? Au bout de 12 mois, nous avions prévu par exemple faire de l'acculturation, donc une grosse learning expedition des collaborateurs pour qu'ils comprennent la démarche de l'implication du lab. Et comment est-ce qu'on se lance? D'abord, comment est-ce qu'on se lance? Donc, un gros lancement auprès de l'écosystème externe. Après, comment est-ce qu'on structure et on met en place tout le setup et le process de fonctionnement? Donc, via, par exemple, des nouveaux contrats qu'on signe, via des contrats qu'on réduit de 200 pages à 30 pages, via, par exemple, des conférences, des implications. Et après, vous allez finir l'année et faire votre bilan. Alors, ce qu'il faut comprendre en termes de bonnes pratiques, c'est de construire un plan clair, mais beaucoup flexible. Ça vous permet de réajuster votre organisation au fur et à mesure. Deuxième élément, le planning doit être rattaché de manière très spécifique aux axes stratégiques et en général au cycle de fonctionnement de l'entreprise. Le troisième élément, c'est de définir des jalons, d'impliquer les parties prenantes et aussi de faire en sorte que toutes les parties prenantes aussi vous accompagnent. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est très clair, il faut éviter un plan trop rigide. Restez dans l'agilité, rebondissez si vous pouvez, réajustez si vous pouvez. Chaque 6 mois, chaque mois, faites un bilan et puis vous verrez que très clairement, vous allez poursuivre petit à petit votre chemin. Mais ne vous fixez pas un plan trop rigide qui n'a pas cette possibilité et cette capacité de se reformuler au fil des mois. Alors, je vais passer à la 6e étape pour vous laisser aussi le temps de poser les questions. C'est les ressources et les infrastructures. Alors, parler de ressources et d'infrastructures, c'est clairement la transformation de votre ambition du lab en un dispositif concret et opérationnel. Quelle est la communauté que vous avez autour de votre lab?
Quel est le dispositif que vous avez autour de votre lab? Quel est, par exemple, l'espace que vous avez identifié pour élaborer votre laboratoire? Est-ce que vous avez une infrastructure digitale que vous comptez mettre en place? Est-ce que vous avez sécurisé les ressources humaines dans votre équipe? Est-ce que vous comptez avoir, par exemple, un lead d'innovation? Est-ce que vous comptez avoir un facilitateur, un designer? Est-ce que vous comptez avoir un PMO au sein de votre équipe? Est-ce que vous pensez à un financement? Est-ce que vous aurez un budget annuel dédié à vos projets, à vos événements? Est-ce que vous avez des ressources que vous allez équilibrer? Est-ce que vous avez un mécanisme de financement agile au sein de votre structure? Est-ce que vous avez mobilisé des ressources pour des partenariats technologiques ou pour des partenaires externes qui interviendraient dans votre laboratoire? Est-ce que vous avez réussi à garantir la faisabilité et la crédibilité du lab? Donc, vous aurez en fait une checklist comme ça que vous allez élaborer et ça vous permettra, par exemple, de concevoir un espace centré sur l'utilisateur. C'est très, très, très important. De mettre en place une infrastructure digitale intégrée, de bien dimensionner les ressources de manière réaliste, d'attribuer des rôles clairs et des responsabilités à chaque membre de votre équipe. Donc, cela passe par des fiches de rôle et aussi d'assurer la gouvernance des ressources. Donc, c'est très important d'éviter, par exemple, de sous-estimer vos besoins. Plus vous élaborez au mieux vos besoins à la fois techniques et humains, ça permet en fait d'entraîner vos projets vers une meilleure chute. Un élément très important, c'est par exemple de toujours prévoir du budget pour vos pilotes, vos projets pilotes. Il ne faut pas oublier la composante digitale du lab. Donc, le lab doit tourner autour de certains outils digitaux qui sont axés sur le cap que vous avez défini. Alors, pour vous donner quelques KPIs, par exemple, vous aurez des équipements à installer. Donc, faites en sorte que 95% des équipements que vous aviez prévus soient installés. Le deuxième élément, c'est de faire en sorte que les utilisateurs actifs sur vos outils numériques ou sur votre plateforme numérique soient fortement représentés. On dirait 70% des collaborateurs qui participent de manière régulière. Et après, vous avez aussi du temps de soumission, c'est-à-dire que lorsqu'une idée est soumise aux équipes, quel temps vous prenez pour tout de suite prendre en charge cette idée et en faire un projet. Pour finir, les activités du lab, comme je vous disais, la 7e étape, c'est les initiatives qu'on construit autour des axes. Donc, il suffit de donner vie aux axes stratégiques par des activités concrètes, d'engager et de mobiliser toute l'organisation, d'expérimenter et aussi de répondre de manière très rapide aux axes stratégiques par des activités, de structurer aussi votre portefeuille d'activités. Donc, vous pouvez avoir des activités d'exploration, vous pouvez avoir des activités d'expérimentation et vous pouvez aussi avoir des activités d'exécution. Donc, les activités d'exécution, par exemple, c'est l'industrialisation des solutions. Les activités d'expérimentation, c'est le prototypage, c'est les POC, c'est les MVP. Alors, à quoi devons-nous faire attention dans cette démarche? Premier point, en termes de bonnes pratiques, il faut aligner chaque activité sur les axes stratégiques. Donc, il faut aller de manière très agile. Donc, vous commencez tout doucement et vous évaluez l'impact et vous enrichissez en fait chaque activité. Vous avez plusieurs formats que vous pouvez définir. Donc, des activités d'acculturation, de sensibilisation, des sessions de co-création, des hackathons, des challenges, des learning expeditions, des benchmarks. Donc, vous avez plusieurs formats que vous pouvez définir. Vous pouvez aussi favoriser la co-création, la collaboration. Vous devez assurer un bon rythme de vos activités, donc pour éviter de vous disperser. Mais surtout, il faut mesurer les résultats de vos activités. Cela permet en fait de capitaliser sur plusieurs choses, par exemple sur l'apprentissage.
Et cela doit vous conduire à élaborer une base de connaissances que vous partagez avec tous les collaborateurs. Alors, il faut éviter trop d'activités en parallèle. Il faut aussi éviter trop d'activités sans lien avec la stratégie. Vous devez aussi vous mettre dans une démarche où les activités trop complexes doivent être évitées. Alors, en termes de KPI, c'est très simple. Vous verrez, on est toujours sur du scoring, on est sur de la satisfaction, on est toujours sur une note 5. Et une chose aussi que nous ne devons pas oublier, c'est comment nous évaluons le taux de participation et la diversité des participants. Donc, très rapidement, voici présenter les 7 étapes. Je vais vous laisser juste quelques minutes éventuellement si vous avez des questions. Je sais qu'on n'a plus assez de temps, mais si vous avez des questions, ça fait beaucoup de plaisir que je vous donnerai des éléments de réponse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Florent. Alors on a effectivement quand même quelques minutes finalement. Ça a été très efficace sur la fin. Donc c'est vrai on a passé, je crois, sur au moins l'étape 6 et l'étape 5, je crois, les KPI, mais justement, rassurez-vous, ça fait partie des éléments que Ophélie va vous transmettre. Vous l'avez entendu, hein, Florent, il a beaucoup parlé de mesures. Évidemment, c'est important de mesurer. Et justement, grâce à Florent, on a compilé dans un document un peu la liste des KPI et des KAO, les Key Adoption Metrics, qui justement, avec ce niveau de priorisation, d'importance que Florent a évoqué tout au long de ce webinaire, va vous permettre de suivre, de piloter votre lab innovation. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de tous les mettre en place, hein. On a parlé de pas d'usine à gaz, donc l'idée, c'est pas tout d'un coup d'avoir 150 KPI, mais en tout cas de se dire, OK, finalement, c'est quoi les éléments de mesure en termes de performance ou en termes d'adoption qui sont importants à chaque étape, comment je les suis et comment je permets à ces éléments de mesure d'adapter le lab en fonction des différentes étapes présentées par Florent aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des points que vous souhaiteriez peut-être revoir ou des retours d'expérience que vous souhaiteriez que Florent vous partage sur ces quelques minutes qu'il nous reste? N'hésitez pas à ouvrir vos micros hein, si vous Bonjour, avez des... Bonjour. bonjour, c'est Alexis depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci pour la première présentation, Cécile et Florent et toute l'équipe d'ailleurs. C'est quelque Merci. chose qu'on attendait fortement. Alors, moi j'ai juste un petit apport à faire, puis ensuite une question à Florent. Le petit apport, c'est qu'on a un écosystème qui change par rapport au risque qu'on perçoit des projets aujourd'hui. Donc, comment on prend en compte l'écosystème change, hein, ce qu'on appelle la courbe d'innovation. Donc, on a des risques qui apparaissent suivant le type de projet. Comment on gère la perception de ces risques par l'entreprise, même quand c'est un projet innovant. Donc, ça, c'est un élément que j'aimerais bien que Florent rajoute. En fait, à la fois, c'est une question, mais j'ai fait cette suggestion en disant c'est un point important dans ce processus où on voit apparaître des risques suivant le type de projet, suivant le type d'enjeu qu'on veut traiter. Donc, la question donc c'est un additif que je pose à Florence. Comment on va intégrer ça dans l'ensemble pour que les utilisateurs, à la fois finaux, mais également l'équipe, et voire même les donneurs d'ordre, perçoivent ce risque-là d'une manière plus simple, parce que c'est vraiment un élément qui limite en général l'accélération de la mise en œuvre d'un défi qu'on tente de résoudre. Voilà. Merci Alexis. Florent, n'oublie pas de réactiver ton micro. Est-ce que tu as des éléments de réponse sur cette question qui finalement traite de manière générale, en tout cas c'est la manière dont moi je l'interprète, de la capacité d'un lab à s'adapter justement aux mutations, aux évolutions, aux transformations, qu'elles soient vraiment systémiques ou qu'elles soient liées à un projet en particulier. Donc comment le lab peut s'adapter? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
c'est que le rôle du lab aussi, c'est d'écouter le terrain et de remonter des indicateurs, de remonter des insights du terrain. Donc, des risques qui proviennent du terrain. Moi, je vous donne un exemple très simple. En Afrique, le client, ce n'est pas parce que vous venez en costume que le client a tellement confiance en vous qu'il vous donne son argent. Le client donne son argent à celui qu'il a l'habitude de voir. Donc, cela nous a permis, par exemple, de créer une banque en Afrique où les banquiers sont à scooter et c'est le monsieur du quartier que vous avez l'habitude de voir. Ça, c'est une approche où vous écoutez le terrain et vous comprenez que si vous n'adoptez pas une autre approche, vous n'allez jamais réussir l'innovation. Deuxième chose, nous avions créé une application qui permettait à n'importe quel client de géolocaliser des agences et d'identifier l'agence la plus proche et la moins encombrée, où il y a moins de clients. Mais cela demandait à la banque d'ouvrir son système à l'extérieur. Une chose que la banque ne fait jamais. Comment faire pour embarquer tout le groupe dans cette approche? Il faut faire asseoir toutes les parties prenantes. Il faut montrer que c'est une réalité terrain. Même si nous avons des difficultés à intégrer et à résoudre ce risque, comment nous en faisons un enjeu de réflexion au sein du groupe? Nous avons réfléchi pendant des mois avec toutes les équipes du groupe et nous ont trouvé la solution. Donc voilà, c'est juste, je donne des exemples pour que vous compreniez que le rôle aussi du lab, c'est de remonter des insights terrain et de faire en sorte que les équipes aillent jusqu'à trouver des opportunités de réalisation, mais tout en restant conformes dans l'approche et le fonctionnement de l'entreprise. Donc, Alexis, Florence, ça va, ouais, j'allais dire, Florence, ça va complètement dans le sens de ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire si le lab, par essence, par construction, a été conçu et fonctionne de manière isolée, les risques, qu'ils soient encore une fois systémiques ou autour d'un projet ou autour d'un irritant, ne seront pas détectés parce qu'il n'y a pas de proximité avec le terrain. Justement, il n'y a pas d'écoute active. Donc, je pense que c'est complètement lié à ce que tu évoquais tout à l'heure. Surtout, attention au risque finalement d'isolement ou d'isolation, que ce soit à court terme au moment de la création du lab et surtout à long terme sur sa capacité à écouter le terrain. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait, malheureusement, faire un lab hors sol. C'est très dangereux. Merci Alexis pour cette question. Est-ce que parmi les personnes qui restent, puisque malheureusement certains ont dû quitter déjà le webinaire, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être que vous souhaitez aborder? Allez, j'ai l'impression que non. Donc c'est le moment peut-être pour nous de vous remercier encore une fois d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci Florent pour ce webinaire passionnant. Ah oui, bonjour Hugo. Oui, bonjour. Juste, excusez-moi, j'ai juste une question. Est-ce que c'est possible d'avoir le diaporama du webinaire plus tard? Alors, de toute façon, vous aurez effectivement le replay et puis pour les slides, Florent, je te laisse peut-être toi, confirmer que ça ne te pose pas de problème de les transmettre aux participants? Ça ne me pose aucun problème, Céline. C'est OK, Ok. super. Pas de Super souci, merci. et par ailleurs, du coup, Hugo, n'hésitez pas à télécharger, directement dans la conversation là de la réunion, Ophélie a partagé, justement le document bonus sur, les KPI et les KAM. Donc n'hésitez pas à le télécharger là tout de suite directement dedans. Pas de souci, merci. Merci. Merci à tous encore une fois, bon, appétit pour ceux qui vont pas tarder à déjeuner. Merci Florent et puis à très bientôt pour le prochain webinaire BeShake. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.